euh, Pardon, je attendez, suis désolée, j'ai enregistré. euh, j'ai un truc qui s'affiche sur mon écran, mais bon. Moi, je m'intéresse justement à comment de très jeunes enfants à l'école comprennent et s'approprient des artefacts nouveaux, donc des artefacts numériques notamment, qu'il y ait un écran ou qu'il n'y ait pas d'écran. Et donc, je travaille avec des enseignants-chercheurs, des profs des écoles, notamment maternelles. Super, merci Olivier. Donc, pour information, la séance est enregistrée donc sur Zoom. Pour les participants, si cela ne vous dérange pas de poser d'avoir votre image et donc de poser votre question en activant votre micro et votre vidéo, vous pouvez le faire. Et si cela vous dérange, vous pouvez juste activer votre micro. Puisqu'il y a des personnes qui ne peuvent pas assister au débat de ce soir, mais on mettra quand même ce débat en ligne sur Fun, puisque ça fait partie de la formation sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Sinon, on en a déjà reçu une ou deux, et moi j'en ai aussi, donc c'est très bien. Si quelqu'un veut prendre la parole, sinon j'y vais. Non. Bon, bah, vous avez le temps en tout cas. Il y a une question qui nous est revenue de Wilkens, j'espère que je prononce bien. Quels obstacles l'enfant peut-il rencontrer? Donc, je vous pose la question à vous, hein, Olivier. Quels obstacles l'enfant peut-il rencontrer en utilisant le numérique selon vous? Quels sont les principaux obstacles peut-être à son développement? J'espère que je ne déforme pas la question de la personne. Mais en tant que chercheur et puis en tant que praticien pour vous, Olivier Dury. Qui veut commencer? Peut-être Olivier Dury? Ok. Euh, pour moi, je dirais que, en fait, il peut y en avoir plusieurs hein, qu'on peut relever, mais je vais parler surtout de celui qui me paraît le plus important finalement. Quand on parle des très jeunes enfants, donc moi je vais surtout me baser là sur les 0,2, 0,3, donc avant même l'entrée en école maternelle. En fait, ce qui va être très important à comprendre, c'est qu'à cet âge-là, on est face à des enfants, à des bébés qui ont surtout besoin d'interaction directe avec l'adulte. Le côté interactif, on va le retrouver par exemple, je sais pas moi, dans la façon dont on va être avec eux. Vous savez, par exemple, vous êtes avec votre bébé, vous communiquez avec lui et on va remarquer que on va avoir une prosodie dans notre voix, donc qui certains appellent le mamanet, d'autres le parenté, mais peu importe, qui est la manière qu'on a de s'exprimer face à notre tout petit. Vous savez, c'est un peu ce parler concon qu'on a avec les enfants. Donc, on va avoir des voyelles plus ou moins allongées, on va avoir des mots plus ou moins chantants, on va avoir des pics prosodiques, généralement des pics hauts et des pics bas en lien avec des émotions telles que la surprise, la joie ou autre. Et en fait, cette interaction va être essentielle pour le tout petit. Ça va te permettre de développer des capacités telles que l'empathie, le rapport au langage ou des choses comme ça. Et par exemple, on va, je sais pas, imaginez, vous êtes avec votre tout petit, le tout petit va sourire, et puis bah, nous, on va aussi sourire avec lui, on va parler un petit peu doucement, mais on va quand même avoir une voix un peu joyeuse, et puis là, le petit va ouvrir grand les yeux, comme s'il était surpris, alors nous, on va faire aussi un pic élevé de surprise, et puis, oh, qu'est-ce qui se passe du coup? Et puis là, le bébé fait un peu la tête, et puis nous aussi, on va avoir une voix qui part plus dans les graves et tout ça. Et en fait, cette interaction est essentielle pour le tout petit, pour son développement. Et d'ailleurs, c'est un point qui est extrêmement travaillé quand on pense, quand on travaille justement sur la question du dépistage précoce de l'autisme, par exemple, ou des choses comme ça, qui se jouent en fait sur l'interaction directe avec les parents. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, le point important quand on travaille sur la question du numérique, c'est justement la question des interactions. Parce que un enfant qui est exposé à des écrans non interactifs, donc je prends l'exemple de la télévision par exemple, c'est justement, bah, comme son nom l'indique, un enfant qui n'est pas du coup dans l'interaction. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire qu'un parent qui est sur un écran avec son petit bébé à côté, c'est un parent aussi qui n'est pas dans l'interaction. Et donc en fait, le plus gros obstacle, selon moi, qu'on va avoir au niveau du tout petit dans le rapport aux écrans, c'est justement le fait que du temps passé devant un écran, c'est généralement du temps qui n'est pas passé dans l'interaction directe avec l'adulte, avec le parent ou autre. Et du coup, c'est un manque d'interaction qui pourtant est nécessaire pour son développement. C'est pour ça que je parlais d'écran
non interactifs, comme la télévision, parce que sur les écrans interactifs type tablette ou smartphone, ça peut être des fois un petit peu différent, parce que si vous l'utilisez sur des temps très courts, dans le cadre d'un jeu avec votre enfant, finalement, là, il y a de l'interaction. C'est juste que l'écran va servir de médiation dans la relation, mais de la surprise, de la joie et tout ça, entre le parent et son enfant, il peut y en avoir si on joue ensemble et qu'il se passe quelque chose justement dans la relation. Donc vraiment, c'est cette coupure adulte-enfant qui, pour moi, est un obstacle dans ce rapport-là aux écrans. Merci Olivier, c'est super important et c'est effectivement aussi un sujet qu'on a beaucoup abordé effectivement la semaine dernière et c'est important en tout cas de réinsister sur le fait que en fait la principale raison pour laquelle il ne faut pas beaucoup mettre les enfants en dessous de 3 ans devant les écrans, ou en tout cas le moins possible, c'est surtout parce que ça prive en fait de toutes ces interactions qu'on pourrait lui offrir en dehors du temps d'écran. Mais on est en pleine période aussi de pandémie dans lequel en fait les écrans sont de plus en plus mobilisés au sein des foyers, même au sein des établissements scolaires ou même peut-être voilà, des établissements de loisirs. Il y a justement une question qui nous est venue de Michel. Est-ce que Michel, vous souhaitez poser votre question à voix haute? Et peut-être que Olivier Dury ou Olivier Grugier pourront y répondre. Sinon, je la pose pour vous, Michel. Je peux la poser. Merci beaucoup, Michel. Elle est toute simple. Je suis grand-père, hein, de 5 petits. Et donc, mon intérêt, c'est je vois qu'ils nous regardent utiliser nos smartphones, par exemple. Alors, est-ce que parmi les panélistes, il y a quelques expériences de ce qu'on peut faire de manière, je dirais, positive, créatrice, créative, avec des moins de 3 ans, notamment en famille? Merci, Michel. Olivier Grugier, je sais que vous travaillez plus sur la maternelle, mais est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous citer? Alors, en maternelle, c'est l'avantage, si on peut dire, c'est de les mettre en petits îlots par 4-5 pour qu'il y ait justement de l'interactivité entre eux par rapport à la découverte d'objets nouveaux. Et cette découverte, elle est sur plusieurs points. Pour un enfant, il peut découvrir en observant l'autre. Ça, c'est, on observe quelqu'un qui manipule, qui utilise un objet et on apprend des choses. On peut découvrir aussi en utilisant. Mais cette utilisation, elle doit être guidée, accompagnée. Et c'est cela qui me semble important. C'est ce guidage-là qui doit être centré sur faire interagir l'enfant pour qu'il essaye d'identifier entre ces interactions sur l'artefact et ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que, alors certes, tout à l'heure, il était nommé le téléviseur. Le téléviseur, c'est complètement différent pour moi. On peut comprendre comment ça fonctionne un téléviseur, certes, mais c'est l'interaction est différente parce que ça n'a pas été pensé pour. Par contre, les tablettes, des petits robots, des choses qui nécessitent une action dessus et puis de regarder un petit peu des déplacements, là, il faut accompagner l'enfant pour essayer de l'interroger, de lui demander ce qui se passe, ce qu'il voit, et de voir un petit peu avec lui sur quoi il agit pour générer un déplacement, un mouvement, une modification de l'objet. Donc c'est cet aspect-là, et identification des fonctions et des interactions que l'on peut avoir avec un objet et comment il fonctionne. Quand on interroge des enfants de 3 ans, par exemple, sur, vous savez, dans les écoles, il y a des tableaux blancs interactifs où on peut être acteur, mais parfois ils sont seulement spectateurs, un petit peu comme devant le téléviseur. Et quand on les interroge sur ce qu'ils voient et comment ils comprennent le fonctionnement, eh bien, on s'aperçoit que
pour beaucoup, ils pensent que ce qui apparaît à l'écran, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est caché derrière l'objet et et hem et si on va pas plus loin, eh bien, il reste avec ces pensées-là et donc ça crée plus tard des obstacles dans la compréhension de certains objets plus complexes. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai réellement répondu à la question parce que moi, c'est plutôt, des travaux de recherche, en classe, donc c'est une approche un peu différente. Merci Olivier. Effectivement, vous avez donné plein d'exemples pour les enfants après 3 ans et je pense que c'est très important aussi de citer ces exemples-là. Est-ce qu'il vous vient ou peut-être, aussi à vous Olivier, Dury, heu, justement des activités qui existent, pour les enfants de moins de 3 ans, qui sont aujourd'hui faites? J'avais cet exemple en tête aujourd'hui justement dans cette période de pandémie, on ne peut pas forcément voir, les grands-parents, ou même les membres des familles, éloignées et c'est vrai que c'est une question qui revient, très souvent, même sur le forum, sur notre groupe Facebook, et c'est une question aussi qu'on reçoit par message. C'est, est-ce que finalement, c'est si grave, si je parle, à, ma tante, mon grand-père ou ma grand-mère, via écran et que j'ai moins de 3 ans? Est-ce que en fait, je peux quand même, parler avec des membres de ma famille? Bah, déjà, c'est assez impressionnant que des enfants de moins de 3 ans arrivent à écrire des questions aussi complexes. Hem, En vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de la question de l'interaction et d'ailleurs, Olivier Grugier l'a bien, expliqué aussi. C'est vraiment on s'intéresse aux écrans non interactifs sur ces questions-là, les écrans face auxquels il y a pas d'interaction. Tablette, smartphone et tout ça, justement, c'est différent parce qu'il y a de l'interaction qui est possible. Si vous êtes, par exemple, et d'autant plus en période de pandémie, mais même avant, en train d'utiliser un écran, donc soit pour jouer sur une application, soit pour faire de l'apprentissage et tout ça, mais alors c'est vrai que généralement, moi, je conseille plutôt de laisser le côté apprentissage à l'école et tout ça, et entre parents et enfants, profitez-en plus pour jouer, pour vous amuser ensemble. Il peut y avoir des choses intéressantes qui vont se passer. Skype, Zoom, tout ça, finalement, c'est aussi intéressant à penser. Par contre, on ne va pas laisser l'enfant seul devant à cet âge-là, parce que ça peut être compliqué pour lui. Je me rappelle, moi, par exemple, j'ai une petite sœur qui a 20 ans de moins que moi, et la première fois que je suis passé à la télé, mon père regardait, et ma petite sœur voit ça, et elle comprenait pas, mais qu'est-ce que je faisais là? Je croyais qu'il habitait sur Paris, et du coup, c'est important de pouvoir accompagner ça avec eux, donc de pouvoir dire, bah, tu vois, c'est papy, c'est mamie, être là avec eux pendant le début de l'appel, à la fin de l'appel, ou des choses comme ça aussi, pour pouvoir apprendre à dire au revoir, être capable de reprendre ce qui s'est passé et tout ça. Mais de l'interaction, il y a. Vous voyez, par exemple, quand je parlais tout à l'heure du fait de s'adapter aussi à la manière dont l'enfant interagit, si vous êtes vous-même grand-parent en train de discuter avec votre petit enfant sur Skype et que votre petit-fils est en train de pleurer, bah forcément, vous-même, vous allez vous adapter et changer votre manière d'interagir avec lui parce que vous le voyez à la webcam. Donc, vous allez vous adresser à lui de cette manière-là. Donc, ça, c'est des choses aussi qui peuvent être importantes. Et pour rebondir sur la question aussi de tout à l'heure, je rajouterais vraiment que quand vous cherchez des choses pour utiliser des écrans interactifs avec votre petit, généralement, moi, ce que je dis aussi, c'est choisissez aussi une application, donc bien sûr adaptée à son âge pour jouer, ça c'est clair, mais une application qui vous plaît aussi. Parce qu'en fait, l'enfant, il a besoin de voir que vous vous amusez pour pouvoir s'amuser avec vous. Donc, ne choisissez pas uniquement parce que on m'a dit que c'était bon pour son développement ou autre, parce que si c'est une application qui vous ennuie, il va le remarquer en fait, et du coup, le temps de jeu sera amoindri. Mais vous parlez, en tout cas de ces interactions, après 3 ans? Non, là, j'en parle même avant, du coup. D'accord. Quand il y a et donc on a cette question, qui nous vient, qui est justement, donc vous parlez des écrans vraiment interactifs, parce que, il y a une question de Maury, j'espère que je prononce bien. Maury, peut-être que vous voulez poser votre question à haute voix? Hem, non. Bon, la question était: concrètement, quel est le risque sur un jeune enfant s'il passe du temps à regarder des vidéos sans interaction, avec, cause à effet? Donc voilà. Donc Oui, là, on bah, a parlé des usages mmh. interactifs. En fait, oui, il faut bien comprendre que quand on parle des écrans interactifs, on parle de l'usage interactif des écrans interactifs. Si vous êtes devant une tablette, mais vous faites que regarder des vidéos, c'est un peu comme si vous étiez devant la télévision finalement. Donc, c'est le même principe qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que c'est
moins pertinent, par exemple, de lire un bouquin sur une tablette que sur un vrai livre. Par contre, lire une histoire interactive ou quand vous appuyez sur des coins de l'écran, ça déclenche des choses et tout ça, ça peut avoir un côté intéressant pour le petit. C'est l'interaction qui va amener quelque chose. Je vois par exemple là la question de Tom aussi dans le Oui. chat. Bah oui, ça d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu votre MOOC, que je l'ai vu au début quand vous nous avez fait tester les vidéos, mais il y a le psychomotricien qui dit un truc très pertinent. Bien évidemment, si vous faites des jeux d'encastrement sur tablette et que vous êtes tout petit, bah, vous n'allez pas développer la capacité de faire des vrais jeux d'encastrement parce que vous n'allez pas travailler sur l'appréhension de l'espace, sur l'appréhension de l'objet ou des choses comme ça. Par contre, bah, vous allez développer d'autres capacités. Mais ce n'est pas le fait de le faire sur écran qui vous empêche de le faire à côté. C'est parce que si vous le faites que sur écran et que vous ne le faites pas à côté, vous n'allez pas développer ces capacités-là. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et du coup, le fait d'être tout le temps devant des dessins animés, donc dans un usage passif des écrans, bah justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le manque d'interaction. Surtout qu'en plus, quand vous êtes très jeune, donc surtout pour les tout petits, vous ne mettez pas vraiment de sens sur ce que vous regardez en fait dans une vidéo qui passe. Et donc forcément, là, on n'est pas du tout dans ce côté interactif, dans ce côté jeu, dans ce côté relationnel. Au contraire, on est plutôt dans un côté coupure en fait, et qui justement n'est pas forcément bénéfique pour l'enfant. Merci Olivier. Tom, justement, vous souhaitez peut-être poser votre question à voix haute et peut-être que Olivier Grugier pourra renchérir. Tom? Non. Donc, je lis la remarque de Tom à voix haute. C'était les objets sur un écran, même un écran interactif, sont plats et situés sur l'écran, déconnectés physiquement du monde réel. Par exemple, un cheval à l'écran sur une tablette sur la table n'a pas de relation réaliste avec les objets réels à proximité sur cette même table dans le monde de l'enfant. Comment cela affecte-t-il l'apprentissage de l'enfant grâce à l'activité sur la tablette? Est-ce qu'Olivier Grugier, vous voulez répondre à cette question? Alors, peut-être une petite remarque aussi Oui, par bien rapport à ce sûr. qui a été dit. À l'école maternelle, on joue également. Et le jeu est un moyen d'apprentissage qui est important, mais c'est pas un jeu isolé, encore une fois, hein. Et je pense qu'à la maison, un enfant, il lui faut de l'interactivité. L'interactivité, c'est avec d'autres individus. C'est avec ses parents, c'est avec ses frères et sœurs, c'est avec ses parents. Mais cette interactivité-là, le rôle de l'adulte, ce n'est pas seulement d'observer, de regarder. C'est bien d'être un acteur et de l'accompagner dans la découverte de ce qu'il voit, de ce qu'il observe, etc. C'est bon. Pardon, on a un intervenant qui n'a pas, un participant qui n'a pas coupé son micro. Vous pouvez reprendre, Olivier, pardon. Donc, l'interactivité, pour moi, c'est fondamental. Être devant un écran de télévision, devant un écran de smartphone ou peu importe le support finalement et regarder un film, on peut apprendre à condition que l'enfant ait des clés de lecture. Et ces clés de lecture, ça ne peut être que l'adulte qui peut lui donner. C'est-à-dire voir ce que l'on observe. Quand on observe un dessin animé, il était évoqué par exemple un animal, bah, ce n'est pas forcément un animal. C'est une représentation d'un animal. Mais si personne ne le dit, c'est compliqué. Pareil, à la maternelle, on leur demande de faire des dessins, de représenter le monde qu'ils peuvent voir. Bon, le dessin n'est pas une représentation exacte du monde, mais par contre, si on les interroge, ils sont capables de décrire ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont voulu représenter. Et encore une fois, voilà, faut les accompagner, il faut les solliciter, il faut être avec eux pour leur donner des clés de lecture, pour les inciter à discuter, parler, à développer un langage à travers l'outil, à travers les différents outils, quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout l'usage que l'on fait des outils et c'est pas l'outil en lui-même. Euh, on entend, on entend souvent, hein, mais moi, en tant que chercheur, je ne l'ai pas vu, mais on entend souvent que voilà, la tablette, c'est dangereux pour des jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Ce que je sais, c'est que s'ils ne sont pas accompagnés, il y a peu d'intérêt en termes d'éveil.
Oui, pour les tout petits, effectivement, pour les plus petits en tout cas. Merci beaucoup, Olivier. Marie, est-ce que vous souhaitez poser votre question peut-être à haute voix? Justement, Olivier Grugier, pour enchérir sur cette question. Marie? Oui, ça y est. Merci Marie, pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de démystifier les objets et de faire comprendre que c'est quelque chose qui est une technologie, enfin, qui existe avec différents éléments. Voilà. Que c'est pas quelque chose. Parce qu'il y a vraiment une trop. Comment dire il faut expliquer un peu le fonctionnement des choses. Dire voilà, c'est pas qu'un écran, ça passe. Enfin, je crois qu'il y a un minimum de pédagogie à faire pour. Voilà, pour démystifier un peu ça. Et effectivement, parce que je parlais d'écran blanc tout à l'heure, quand M. Grogier disait que l'enfant, il pense que c'est quelque chose qui est dedans ou qui est derrière. Et voilà, il faut montrer qu'il n'y a rien dedans, c'est de la techno. Voilà, pour pas créer de... C'est important, on reparlera justement de cette question de culture numérique. Voilà. Dans le dernier épisode, c'est vraiment le cœur de cet épisode. On avait accueilli aussi, lors du premier débat, Amélia Matar, je ne sais pas si vous étiez là, Marie, mais qui justement travaille sur cette question d'éveil au numérique chez les plus petits. Mais justement, c'est important de le préciser. Je vous remercie pour votre remarque, parce qu'effectivement, plus on démystifiera, plus on arrivera à éduquer et donc à créer des usages et en tout cas des interactions qui favorisent ou en tout cas encouragent mieux le développement de l'enfant, mais aussi dans nos appréhensions de nos propres usages en tant qu'adultes. C'est une éducation qui peut se faire tout au long de la vie et tout au long aussi de toutes les avancées des différentes technologies qui évoluent très, très rapidement. Merci beaucoup, Marie. Je vais enchaîner. Marion, Oui. c'est Uriel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, je me pose une question alors. L'intérêt pour les pédagogues d'avoir un TBI, un tableau blanc dans la classe en maternelle, c'est finalement vraiment pas judicieux. C'est peut-être mieux alors des tablettes de temps en temps lors d'activités bien précises et accompagnées. Mais si je vous comprends bien, le tableau blanc interactif n'a pas vraiment lieu d'être en maternelle. Alors, en vous écoutant, je ne vois vraiment plus l'intérêt d'avoir cet outil-là en classe. Je vais laisser Olivier Grugier vous répondre parce que c'est lui le spécialiste de cette question-là. Merci, Uriel. Alors, votre question renvoie à la place de l'objet, à la place de l'artefact. C'est-à-dire que si on considère que le TBI est seulement un objet pour apprendre et que c'est seulement l'enseignant qui l'utilise, l'intérêt peut-être des supports vidéo, donc on va être plutôt sur une pédagogie de monstration. Mais par contre, si on considère que cet objet, c'est un objet à apprendre, comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un objet à comprendre, savoir comment il fonctionne, quelles sont les interactions, par exemple, de ce que l'on voit à l'écran avec les fils électriques qui sortent, avec l'ordinateur qui est positionné à côté, avec quelque chose que l'on voit au-dessus, avec une lumière, le vidéoprojecteur. Alors là, il y a un apprentissage technologique qui me semble intéressant. Et c'est cela qui me semble également intéressant à aborder à l'école. À l'école, pour moi, les objets, notamment en maternelle, il y a 2 points. Ce sont des objets qui vont servir à apprendre des notions en mathématiques, en français, en divers champs disciplinaires, mais aussi ce sont des objets à apprendre et à comprendre. Donc, il faut prendre le temps à l'école d'analyser et d'identifier comment c'est fait, comment ça fonctionne, comment on l'utilise. Et là, ça devient des objets d'apprentissage. Donc le TBI, pour moi, il a un intérêt. Bon, il y a plein de travaux là-dessus, hein. Il y a des intérêts pédagogiques, mais aussi il y a des intérêts en termes de contenu d'apprentissage pour comprendre le monde technologique. Et c'est intéressant, cet objet-là, parce que
c'est un objet que l'on ne rencontre pas à la maison, contrairement à des tablettes. Et les tablettes, l'inconvénient quand on les utilise à l'école, on pense que les enfants savent comment ça fonctionne. Or, on s'aperçoit que finalement, ils ont un usage qu'ils ont développé seuls dans leur coin la plupart du temps et on est loin d'un usage, réellement concret et rationnel, qui pourrait éventuellement leur permettre d'aller plus loin. Merci beaucoup Olivier. Effectivement, c'est intéressant et peut-être que si vous voulez bien nous transmettre quelques études, on a une communauté qui est super active sur Fun et on réunit toutes les références que nous donne vous, intervenants, experts, et aussi certains de nos participants. Donc, ce serait super si vous pouvez nous partager ces études et on les transmettra à la communauté parce que c'est vrai que cette question du TBI est vraiment une question qui avait déjà été posée la semaine dernière et qui est très intéressante parce que, comme vous dites, c'est un outil qui n'est pas présent à la maison. Et il y a, par exemple, Mélanie aussi qui nous dit dans le chat tellement de possibilités justement d'utilisation. Avec des activités qui sont très intéressantes. Et effectivement, il existe plein d'activités intéressantes et comment on peut les utiliser, comment faire en tout cas évoluer la pédagogie avec ces nouveaux outils. Merci beaucoup. Pardon, est-ce que je peux rajouter un mot justement? Bien sûr, Olivier. Le TBI doit être utilisé par les enfants. C'est pas la propriété de l'enseignant en classe. Alors bien entendu, si on a un TBI qui a été accroché au mur à une hauteur de 1 mètre pour des enfants à l'école maternelle où ils font 80 centimètres, c'est compliqué. Heureusement, il existe des outils il existe des outils où on a le TBI qui peut descendre à hauteur des enfants. Bien sûr. Ça doit être C'est ce que dit Océane à la fin de l'épisode, justement aussi, qu'en fait, ces outils sont souvent pensés pour les adultes et on en oublie effectivement l'usage parfois de l'enfant et c'est très important de le répéter. Merci beaucoup pour votre remarque, effectivement. Je l'ai vu en maternelle, ça. Et les enseignants l'ont décroché eux-mêmes pour le redescendre et en fait, ça a débranché toutes les connexions. Donc, j'ai une anecdote sur ça. Et c'est en fait quelque chose à prendre en compte dès le début. Mais c'est comme le mobilier aussi pour enfants. Hein. C'est exactement la même C'est vrai qu'on adaptation. On voit des situations cocasses dans les classes où l'enseignant demande à des élèves de monter sur des chaises pour accéder au tableau. Enfin, tout un tas de choses. Finalement, on s'aperçoit que les objets n'ont pas été pensés ou ont été mal installés par rapport aux vrais utilisateurs qui devraient être les élèves. C'est parce que ceux qui placent le matériel, et même, c'est vrai, même les enseignants eux-mêmes ne pensent pas à ça. Parce que j'étais assez surprise quand j'ai été placer des TBI en première, deuxième primaire. J'ai dit que les TBI seraient beaucoup plus bas et les enseignants étaient eux-mêmes surpris en disant « mais tu dois mettre ça beaucoup plus haut ». Je dis « non, c'est pour les enfants ». Et c'est pour vous, c'est vrai, mais c'est pour les enfants. Et donc, eux-mêmes étaient surpris de la hauteur à laquelle on avait fait placer ces TBI. C'est tout à fait vrai, effectivement. On n'y pense pas assez. Que c'est aussi, enfin, c'est principalement, je trouve, interaction et pour les enfants. Et l'enseignant vient en support, je trouve. Alors, ça donne vraiment un outil merveilleux. Merci beaucoup, Uriel. Merci. Je continue parce qu'on a plein de questions. On avait on a peut-être la question qui avait été posée au début par Rania. Est-ce que Rania, vous souhaitez poser votre question de vous-même? Ou je la pose pour vous? Je la pose pour vous alors. Bonsoir. Dans la pratique avec des jeunes enfants, comment on prévient l'addiction aux écrans sans apeurer les familles? Peut-être Olivier, Olivier Bury, pardon. Alors, c'est important de comprendre que la question de l'addiction aux écrans, c'est quand même une question qui est en débat encore aujourd'hui, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de questions liées à l'addiction, notamment à l'addiction comportementale, en fait, on se pose la question par rapport surtout aux jeux vidéo, avec l'entrée dans la classification internationale des maladies, la 11e version, des troubles du jeu vidéo par l'OMS l'an dernier.
Et encore, c'est un sujet d'ailleurs qui ne fait pas encore consensus et qui est encore en débat. Pour le reste des écrans, on n'a pas de classification internationale, que ce soit le DSM ou la CIM, qui va parler en fait du côté addictif, parce que justement, on voit que c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Après, c'est un sujet très nosographique et épistémo, mais voilà, il faut quand même y penser. Donc déjà, bien préciser que on va pas parler d'addiction aux écrans, d'addiction aux jeux vidéo ou des choses aux réseaux sociaux ou des choses comme ça, et que le terme reste généralement plus dans le débat au niveau de la question des jeux vidéo. Après, pour répondre sinon à la question du rapport aux écrans, il faut bien comprendre que très généralement, dans les problématiques, donc moi je n'aime pas trop utiliser le terme addictif, mais là pour répondre à la question, on va l'utiliser. Donc dans les problématiques addictives, donc on va retrouver généralement plus du côté des jeux vidéo, ce que j'appelle le jeu vidéo pathologique. On va plutôt retrouver ça en fait dans une comme symptôme secondaire lié en fait à quelque chose d'autre. Moi j'aime bien dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et d'ailleurs les études montrent actuellement hein, que parmi les joueurs pathologiques, ce qu'on va retrouver le plus, c'est la dépression à l'adolescence ou d'autres choses voilà, qu'on peut trouver qui vont être en lien avec une fuite de la réalité. Et donc en fait, très généralement, comment le prévenir? Bah, déjà, il y a la question toute simple hein, de la question de mettre un cadre. Le temps d'écran, c'est une activité comme une autre. Quand un enfant fait une activité, on cadre en mettant un début et une fin, en l'accompagnant là-dedans et tout ça. Donc, faire en sorte que le temps d'écran ne soit pas omniprésent, ne prenne pas toute la place, parce que du coup, c'est important que l'enfant puisse faire d'autres activités, que ce soit des activités sensorimotrices ou alors des activités voilà, avec des jouets, des activités en interaction avec les parents, des histoires qu'on lui raconte et tout ça. Et après, bah, c'est aussi tout simplement le fait de pouvoir faire en sorte de toujours mettre en place un dialogue entre l'enfant et son parent, entre l'enfant et les adultes qui l'entourent, pour éviter justement qu'il y ait des difficultés qui apparaissent au cours de sa vie et qui peuvent se retrouver en fait dans la consommation d'écran. Et après, bah, si jamais on voit qu'il commence à y avoir des impacts liés à ça, sur la scolarité, sur la sociabilité ou des choses comme ça, bah, là, ça peut être important d'aller consulter, un spécialiste, pour pouvoir essayer de travailler sur ce qui se cache derrière, en fait, cet usage des écrans. Merci beaucoup, c'est super intéressant et c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé hier aussi. Je pense que, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Magic Makers, mais il y avait une table ronde justement hier soir que je pourrais repartager à la communauté qui était sur le jeu vidéo et l'enfance. Et justement, donc Serge Cicéron aussi intervenait de l'association 3692 dans laquelle vous faites partie aussi, Olivier. Et puis deux autres personnes très passionnantes sur cette question du jeu vidéo. Et ce que je trouve intéressant dans votre approche, dans ce que vous dites, Olivier, c'est qu'effectivement, derrière, en fait, une addiction, en fait, il y a un problème plus global, peut-être au sein des familles. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté aussi pendant notre interview sur le MOOC et que je trouve très pertinent, en tout cas, d'appuyer ce message-là. Il y a une question de Virginie. Peut-être Virginie, vous souhaitez poser votre question qui a été posée il y a 20 minutes, que je n'ai pas répondu, mais que je trouve assez intéressante. Virginie? Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors, je faisais juste un petit aparté d'abord. Moi, je suis enseignante, je suis remplaçante et juste les TBI, malheureusement, c'est pas dans toutes les écoles. Il y a encore beaucoup de tableaux à craie dans certains secteurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas la chance de voir effectivement soit des ordinateurs portables, encore moins des tablettes et pas toujours non plus de TBI ou de vidéoprojecteurs. Donc voilà. Mais moi, je m'intéressais, je me disais, il y a beaucoup d'applications sur les tablettes ou autres qui vont capter l'attention de l'enfant parce qu'on va avoir du coup des effets sonores, des couleurs, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, l'enfant ne va pas avoir besoin de faire un effort, hein, comme par exemple pour apprendre ses tables de multiplication sur son cahier ou sur son livre. Ça va être à lui de se concentrer et de faire l'effort. Là, sur la tablette, s'il y a je sais pas, un champignon qui fait un arc-en-ciel à chaque fois qu'il a une bonne réponse, ça va effectivement être plus ludique. Mais du coup, va y avoir tous ces effets-là qui vont lui capter son attention sans que lui ait besoin de soutenir son attention. Et je me demandais, sachant qu'aujourd'hui, on sait que cette attention-là, le fait de la focaliser est aussi importante
pour toute la suite de la scolarité et pour prendre le temps, pour analyser, pour prendre le recul sur plein de choses, est-ce que ce n'est pas un souci à long terme d'avoir tous ces effets-là? Merci Virginie. Je laisse peut-être la parole à Olivier Grugier. Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Je vais commencer par une situation que j'ai observée, par exemple, cette semaine. Vous parliez du tableau à craie, tableau noir. Et justement, il y avait les enfants de maternelle, nous étions en moyenne section de maternelle, donc les enfants ont 4 ans, 4-5 ans, et ils étaient en train de travailler sur l'idée d'un aimant et ses fonctions, à quoi ça sert et comment on l'utilise. Et à la fin de la séance, 2-3 enfants posent la question à la maîtresse, mais maîtresse, et le tableau, c'est quoi le tableau pourquoi il y a l'aimant qui s'accroche dessus? Et tout ça pour dire que même le tableau noir est un objet à comprendre. C'est pas, on a l'impression qu'il est présent dans les classes depuis, des décennies et qu'on n'a plus rien à apprendre dessus. Je pense que, il a bien évolué entre le tableau à craie de l'école de Jules Ferry et puis le tableau à craie d'aujourd'hui. Parce que c'est un objet multicouche et qui est même complexe à comprendre et donc c'est un objet à apprendre. Alors, je pour essayer de revenir par rapport à la question, l'idée des tablettes, avec, des apports, visuels, sonores qui sont des supports, ludiques. Bon, c'est peut-être ludique, mais est-ce que ça permet de mieux apprendre? Ça, c'est une vraie question. Heu et qu'est-ce que ça permet d'apprendre de plus ou de moins qu'avec d'autres supports qui pourraient être des supports papier ou d'autres types de supports ou des interactions de l'enseignant? Ça c'est des choses à creuser, hein, je pense. Hem, Ce qui est important à l'école, c'est surtout l'approche pédagogique qui est faite. C'est-à-dire que, heu on est dans l'idée, de présenter, c'est ce qui est préconisé, hein, dans les programmes, c'est l'idée de démarche d'investigation. La démarche d'investigation, c'est déjà partir d'une situation qui va capter l'attention des enfants et à travers ça, des questions vont pouvoir être soulevées et l'idée, c'est que les enfants puissent, non pas apporter des réponses toutes faites, mais puissent, émettre des hypothèses qui vont devoir ensuite essayer d'argumenter, de valider, de justifier, peut-être en utilisant des outils, des tablettes pour, qui vont apporter des éléments de réponse, peut-être d'autres supports. Donc là, il y a de l'interactivité. Là, on voit un usage de l'objet, qui va permettre à l'enfant d'argumenter, d'apporter des éléments de réponse. C'est pas le fait que ça soit ludique ou pas ludique pour moi. Ça, c'est autre chose. C'est pas parce qu'on roule avec une voiture rouge plutôt qu'une bleue que c'est mieux. Mais c'est surtout l'usage qui est derrière, encore une fois, qui me semble important et donc en classe, ce qui compte, c'est pas les supports, c'est les démarches pédagogiques. Et c'est en cela que l'enseignant a un rôle fondamental. C'est l'enseignant n'est pas là pour, dire ce qu'il sait, mais l'enseignant est là pour, guider le regard des enfants et guider la démarche pour trouver des éléments de réponse. À l'école, par moment, quand on est petit, eh bien, c'est pas grave, on a le droit de dire qu'on ne sait pas et on a le droit de dire que peut-être plus tard on saura et ça me semble important, voilà, de mettre en place, ces démarches-là, encore une fois, qui sont, bah, demandées. Alors c'est sûr que ça nécessite de travailler sur la posture des enseignants et c'est quelque chose qui est complexe parce que, notamment je travaille avec de jeunes enseignants, ceux qui ont passé le concours
et ils sont dans leur première année et ils pensent que lorsqu'ils arrêtent de parler ou lorsqu'ils laissent trop la parole aux élèves, et ils perdent la main de la classe. Heu, en réalité, c'est tout à fait l'inverse, quoi. C'est-à-dire que si on laisse les enfants parler, s'exprimer, eh bien, il y a du vocabulaire qui va se mettre en place, il y a de l'écoute qui va se mettre en place et puis, les élèves, vont, se forcer à utiliser des supports ou d'autres et l'idée, c'est qu'ils aient une certaine rationalité par rapport à ce qu'ils peuvent faire et ils peuvent comprendre. Merci pour ces précisions, Olivier. Et c'est vrai que ce qui est très important, en fait, parce que cet épisode est vraiment concentré sur la question de la pratique, c'est que derrière la pratique et derrière tous ces usages, il y a des praticiens, donc il y a des enseignants, il y a des thérapeutes, il y a des médecins, voilà, il y a des différents professionnels, en tout cas, qui prennent soin des enfants. Voilà, et c'est important, en tout cas, d'expliquer et j'espère en tout cas que cet épisode vous l'a démontré, que ça ne change rien à l'importance en tout cas de ces personnes qui accompagnent et que en fait les outils numériques tels qu'on en a parlé dans cet épisode ne viennent qu'accompagner différentes pratiques et notamment si ça se fait dans une classe de maternelle, ne viennent qu'accompagner en fait l'enseignant dans sa pratique et effectivement l'outil numérique devient un outil de médiation soit au numérique, soit pour éveiller d'autres compétences chez l'enfant. Et c'est très, très important, en tout cas, de mettre ça en avant. Merci, en tout cas, de le repréciser. Est-ce que, Olivier Dury, vous souhaitez réenchérir sur ça ou est-ce que je passe à la question suivante, comme vous voulez? Non, mais c'est top ce que vous venez de dire. C'est vraiment important en fait de comprendre ça. Moi, par exemple, je fais ma thèse. Enfin là, je viens de finir ma thèse. Là, je la soutiens dans un mois, jour pour jour, sur l'utilisation des robots dans la thérapie de l'autisme. Et du coup, vous imaginez bien que ça soulève plein de fantasmes et que je me suis fait pas mal attaquer parce qu'on me disait oui, vous cherchez à remplacer les humains par des machines et tout ça. Et forcément, hein, je comprends que ça fasse peur parce que on vit dans une époque où il y a tellement de coupes budgétaires qu'on se dit que ça en arrangerait certains hein, que les humains sont remplacés par des machines. Mais en fait, quand on travaille sur les nouvelles technologies, alors là, dans mon cas, donc dans le soin des enfants autistes, mais c'est la même chose au niveau pédagogique, jamais on ne cherchera à remplacer l'humain parce qu'on sait très bien que c'est la relation qui est essentielle et importante et que les outils technologiques, de toute façon, ne font que médiation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de les utiliser pour ce qu'ils peuvent apporter dans cet usage de médiation, des choses nouvelles, des choses en plus ou autres, mais jamais elles ne viendront remplacer ça. Parce que, comme l'a dit Olivier Grugier tout à l'heure, ne pas laisser les enfants aller sur les nouvelles technologies ou même les laisser tout seuls dessus et ne pas s'intéresser à ce qu'ils font et tout ça, bah, ça n'apporte rien. Donc l'interaction est toujours essentielle. Merci beaucoup, tout à fait. Donc, on retient cette notion déjà, quand on a un outil interactif, bah, on l'utilise en tant qu'outil interactif. Et puis, surtout, on est support d'interaction humaine dans nos usages du numérique. Enfin, si je résume en tout cas vos idées communes. Merci beaucoup. On a plusieurs questions remarques qui sont venues et que je trouve assez intéressantes, notamment justement Corinne Sichet, si vous voulez nous faire votre remarque sur cette question des TBI et que je trouve très intéressant, c'est que vous soulevez aussi cet apport aussi que l'éducation change et l'éducation, en tout cas, ce qu'on doit apprendre, on nous parle beaucoup des compétences du 21e siècle, le fait d'apprendre à apprendre, le travail collaboratif, la créativité, etc. Et vous avez pointé justement cette question de la collaboration. Est-ce que vous voulez la poser vous-même, Corinne? Non, sinon je la pose pour vous. Très bien, je la pose pour vous alors. Et sinon, vous m'interrompez. Les TBI. Je crois que le micro est coupé, c'est pour cela que. Ah, mais pourtant, Corinne peut ouvrir son micro. Attendez, je vais lui ouvrir. Si j'arrive à retrouver. Excusez-moi, Corinne, je suis désolée. Je ne vous trouve plus. Ah, Corinne, vous êtes là. Merci, Corinne. On ne vous entend pas. Je suis désolée, Corinne, on ne vous entend pas. C'est très triste. Est-ce que votre micro fonctionne? Non. Je vous promets que ce n'est pas nous. Corinne, je vais poser votre question pour vous. Et si jamais je la déforme, vous faites une remarque dans le chat et je ne manquerai pas de le poser en tout cas. Je suis désolée, on ne vous entend pas.
Les TBI permettent-ils de proposer des situations de coopération afin de donner une dimension fédérative au groupe d'élèves? Trop souvent, les outils numériques sont vantés pour leurs usages individuels. Est-ce que vous souhaitez répondre, Olivier Grugier, peut-être sur cette question des TBI? Alors, c'est extrêmement intéressant ça parce que il y a 2 générations de TBI. On a les premières versions où il pouvait y avoir qu'un individu qui pouvait agir sur le support, alors qu'aujourd'hui, on a des TBI qui peuvent permettre 2 interactions simultanées. Donc on divise par exemple, l'écran en 2, on envoie 2 élèves, chaque élève fait une proposition, je ne sais pas moi, ça peut être par rapport à un dessin d'observation et puis chaque élève dessine, ce qu'il perçoit et ensuite il y a justement la possibilité avec d'autres intervenants, de faire des rajouts, de faire des modifications. Donc c'est un support qui va permettre à ce que à un support visuel justement, où l'ensemble des élèves de la classe vont pouvoir intervenir et tout le monde peut participer. Et ça me semble, des outils, intéressants de ce point de vue-là. Malheureusement, les études montrent que le TBI est souvent utilisé comme un écran permettant de diffuser de la vidéo ou diffuser des photos et hem Et c'est là que j'ai une question pour vous, Olivier. ah bon? J'ai une super question. J'espère que vous êtes prêts. Justement, parce que ça rebondit en fait sur ça et ça va rebondir sur cette question de la formation, en fait, que ce soit des enseignants ou des praticiens en général. Je sais qu'Olivier Dury travaille aussi sur ça. Donc, peut-être vous pouvez en premier lieu parler de cette formation des enseignants. En fait, effectivement, si on leur donne un outil, mais qu'on ne leur donne pas en fait une formation qui va avec pour changer un peu ou faire évoluer leur pratique, je pense que ce sont aussi des choses qui s'apprennent et comment justement on peut arriver à enseigner tous ces usages, toutes ces possibilités. Comment ça se passe concrètement en INSPE? Olivier Grugier, c'est pour vous. Oui, oui, alors je vais pas généraliser de la formation dans l'ensemble des INSPE, hein. Heu, je il y a une formation au numérique, heu et cette formation, au numérique, elle doit être sur 2 axes. Elle est sur déjà la prise en charge et la compréhension de l'outil et ensuite, elle est sur un deuxième axe qui est, la pédagogie que l'on peut mettre en œuvre derrière. Et si on rentre pas par ces 2 aspects-là, c'est compliqué. Parce que si on fait abstraction de la technologie, on s'aperçoit que, les enseignants, ils vont essayer et puis dès qu'il y a, un petit grain de sable dans les rouages, un petit bug, ils vont pas savoir s'en sortir et devant une classe, on peut pas être 5 à 10 minutes en train de faire du dépannage. Donc la fois d'après, le matériel va rester tout simplement dans le coin de la salle où il va plus être utilisé. Donc, pour moi, la formation doit absolument rentrer sur ces 2 axes-là. Après, l'aspect pédagogique, c'est bien, quels sont les apprentissages, supplémentaires que l'on peut faire avec un TBI. Moi, je vous donne seulement un exemple. Hem, tout ce qui est, lié à l'histoire, à la géographie, ça me semble, être un outil super. Rappelez-vous, il y a quelques années, les enseignants sortaient les cartes, les vieilles cartes et les mettaient au tableau et les accrochaient. Parfois la carte n'était plus à jour, hein. On avait encore, l'URSS qui était affiché alors qu'on était avec de la Russie. Bref, je vous passe, tout un tas de détails. Aujourd'hui, on affiche la carte qui correspond à la réalité, géographique ou historique du jour et donc on peut demander aux élèves d'agir et de venir modifier ou d'indiquer sur la carte, par exemple, une région, des fleuves, des lacs, ce que vous voulez. Donc ça, c'est un usage qui me semble être, indispensable et le fait d'avoir un TBI, ça va permettre à toute la classe d'être sur ce même sujet en même temps, ce que ne permet pas forcément une tablette isolée. Alors maintenant, il y a des dispositifs qui vont permettre, par exemple,
à afficher l'écran de la tablette sur le TBI. Et donc, comme ça, toute la classe peut en profiter également. Mais voilà, la formation, pour conclure, la formation, c'est deux aspects. Un, l'aspect technique et deux, l'aspect pédagogique. Merci beaucoup. Olivier Dury, peut-être vous souhaitez réenchérir sur justement la formation peut-être des praticiens avec lesquels vous travaillez à l'hôpital. Ah bah, il y a du boulot. Ouais. Non, mais après, là, on va un peu être trop sur un sujet de niche, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais faut là où, en fait, pour les enseignants, on voit qu'il y a de la formation à faire parce que c'est vrai que le problème, comme le disait Olivier Grugier, moi je suis déjà tombé sur des profs qui me racontaient que dans leur. Donc c'était pas pour des maternelles, c'était plus pour des grands, là c'était des collèges-lycées, mais ils avaient reçu 45 tablettes et aucun enseignant savait quoi en faire et du coup elles ont fini au placard et personne s'en servait par exemple. Mais c'est vrai que du côté du soin, nous aussi, enfin moi je remarque la grande difficulté aussi qu'on peut avoir, c'est le fait de faire accepter par l'équipe le fait qu'on puisse faire rentrer des nouvelles technologies aussi. Et il y a déjà tout un travail là-dessus parce qu'on a encore beaucoup qui sont anti-nouvelles technologies. Je me rappelle que Michael Stora, qui parle beaucoup de l'usage des jeux vidéo en thérapie, racontait que il s'était fait péter sa PS2 quand il l'avait mis en place dans son CMP par des collègues. Hein, donc voilà. Et c'est vrai que moi, il a fallu que je bosse beaucoup sur comment faire accepter déjà les nouvelles technologies par les praticiens et donc par les équipes. Quels sont les fantasmes qui peuvent être générés en fait autour de ces objets et comment les déconstruire pour ensuite commencer à arriver sur OK, bon, maintenant que on a pu travailler là-dessus, on va commencer à former un peu les gens à qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Après, dans le soin, c'est pas pareil que du côté pédagogique. Dans le soin, généralement, souvent ce que je dis, c'est par exemple dans le cadre de l'usage d'un jeu vidéo en thérapie, j'ai déjà formé des collègues qui n'y connaissaient rien aux jeux vidéo et je leur disais, bah, laissez-vous aussi faire découvrir par vos patients. Et donc, c'est juste une posture à avoir. On n'y comprend rien, mais si on y trouve un intérêt, le simple fait de regarder, de jouer avec le jeune, même si on galère, ça peut déjà avoir un côté intéressant. Donc, c'est vrai que nous, c'est plutôt sur la question des fantasmes que ça peut susciter, en fait, que le boulot est, en fait, plus que sur l'utilisation en elle-même, quoi. Merci beaucoup. Et en tout cas, j'espère, et ce qui est très intéressant, enfin, pour avoir suivi l'évolution des questionnements depuis le début de ce MOOC, c'est qu'on est arrivé à des questions, on arrive vraiment à comment je pourrais dire, une évolution de pensée de la part de tous les participants. C'est-à-dire que les questions évoluent au fil des épisodes. Et c'est vrai qu'on en vient à cette question qui nous paraît centrale et qui va beaucoup être abordée dans le 5e épisode, c'est qu'on vous a fait toute la théorie, on vous a dit l'état des lieux de ce qui était dit au niveau du grand public, donc des messages que vous aviez reçus. Et là, on va arriver sur quelque chose d'autre qui est justement tout ce partage des pratiques, des outils existants. Et on espère en tout cas que justement les partages d'expériences et de savoir en tout cas que vous avez partagé, Olivier, va vraiment être source en tout cas de nouvelles idées et de nouveaux questionnements de la part de la communauté. Il nous reste encore 3-4 minutes avec vous. Est-ce qu'il y a encore une question quelqu'un souhaite la poser à voix haute? Sinon, Moi, j'ai une question. Mais... Ah, on a Michel. Voilà. Très bien, Michel. Voilà. Vous êtes la première. Voilà, c'était par rapport à ce qu'on vient de dire par rapport au travail avec les équipes. Est-ce qu'il y a des pistes pour essayer de trouver un peu un argumentaire pour quelqu'un qui travaille, par exemple, moi je travaille beaucoup avec, j'utilise la tablette dans mon CMPP, je suis la seule, parfois je suis un peu, presque, je me cacherai parce qu'ils sont sympas, hein, mais je sens bien qu'il y a cette crainte des autres, du fait de rencontrer des enfants qui ont des pratiques qui ne sont pas du tout comme celles que vous décrivez, interactives, avec des parents qui se posent la question de savoir. C'est des enfants qui sont vraiment, le plus souvent, ils se débrouillent tout seuls avec leurs écrans, ils peuvent y passer des heures, ils peuvent y passer la nuit. Donc, les thérapeutes ont une vision très négative de l'écran. Et quand nous, on introduit de l'écran dans les séances, ils ont l'impression que ça pourrait être néfaste.
bon, on n'a jamais cassé ma tablette, hein, mais c'est pour essayer de leur, d'essayer de les aider à réfléchir là-dessus. Moi, j'arrive pas. On me laisse faire, mais on peut pas discuter de ça en fait. Donc, j'ai pas de piste pour essayer d'entrer en discussion. Je sais pas si je suis claire. Ouais, moi je trouve ça très clair. En fait, déjà, ce qui est important, je trouve, c'est le fait de bien faire réfléchir au fait que, bah oui, il y a des usages, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais des mauvais usages à la maison qui sont faits de ces outils. Mais nous, quand on les apporte en thérapie dans nos séances, bah, du coup, on apporte un autre type d'usage. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut bien comprendre que de toute façon, bah, c'est le principe de si je fais dessiner un enfant en thérapie, je ne suis pas animateur, je reste thérapeute. Et du coup, je vais travailler avec l'aide du dessin, ou de la pâte à modeler, de la pâte à sel ou autre, et je vais faire quelque chose en fait de cette médiation. Et donc, c'est pareil en fait avec les outils numériques, finalement, c'est l'usage qu'on en fait qui importe. Et que du coup, l'usage qui va être fait avec moi en tant que thérapeute est totalement différent de l'usage qui sera fait à la maison. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a énormément de bibliographie dans la Voilà. littérature que vous pourrez trouver. Et généralement, pour convaincre les équipes, le fait de sortir des études scientifiques, ça passe très bien. Et après, moi, ce que je conseille aussi aux collègues qui s'y mettent, c'est inviter, faites sinon des groupes, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'inviter quelqu'un quand on est dans une relation duel, mais si vous mettez en place des groupes à médiation, faites-les en cothérapie avec des collègues. Et en fait, justement, et prenez même peut-être des collègues qui sont, alors pas les collègues anti-écran, parce que ça ne va pas le faire, mais les collègues qui sont sceptiques, par exemple. Donc ceux qui sont prêts à être ouverts et à voir ce que ça peut donner. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet en fait d'éviter d'être seul dans son coin avec cette pratique. Et du coup, ça peut être intéressant aussi d'ouvrir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, moi, cette année, alors j'avais jamais fait ça avant. Dans mon hôpital de jour, avant, les ateliers jeux vidéo, alors je les faisais avec un éduc souvent, ou alors avec des stagiaires. Mais cette année, j'ai essayé de faire un truc assez marrant où je fais un atelier entre guillemets ouvert. Donc pour des raisons X ou Y, on s'est calé dans la salle qui est juste à côté de la salle à café. Et donc en fait, les enfants sont conscients que on fait notre atelier numérique jeux vidéo et que les éducs qui veulent se servir du café peuvent passer. Mais par contre, la règle du jeu faite aux collègues, c'est si vous passez par notre atelier, vous êtes obligé de vous asseoir au moins 5 minutes et de voir avec nous ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est vachement bien parce que ça fait qu'il y a des collègues qui n'ont jamais vu ce que je faisais en 8 ans et qui commencent à s'y intéresser, à regarder, à commenter et tout ça. Donc ça, c'est aussi ce genre de choses qui peuvent être intéressantes à penser dans le cadre des structures de soins. D'accord, merci. Merci. Et la bibliographie, on pourra un peu en Oui, bah, c'est ce que j'allais demander justement, Olivier, à vous deux, en fait, aussi, Olivier, de nous envoyer, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, les références. En tout cas, si vous avez quelques études intéressantes qu'on pourra partager à notre communauté, ce sera super. Je vous écrirai un petit mail à la suite de cet échange. Carrément. Parce qu'on a Héloïse qui fait un travail de dingue, et je le redis. Et merci, Héloïse, je sais que tu es là, qui regroupe tout et qui répond à la communauté. Et voilà, donc c'est précieux toute cette aide et toute cette participation. On va finir avec la question de Nicole, parce que, pardon Nicole, on vous a zappé, mais c'était vraiment pas voulu. Est-ce que vous voulez la poser, Nicole, ou je la pose pour vous? Bon, bah, je la pose pour vous, Nicole, alors. Les neurones miroirs fonctionnent-ils devant l'écran? Alors, en fait, c'est un peu compliqué. On se rend compte que les neurones miroirs, ça a beaucoup moins d'importance que ce qu'on a pensé dans les années 90 quand elles ont été découvertes. Et du coup, aujourd'hui, ceux qui vont beaucoup utiliser l'argument des neurones miroirs pour parler des écrans, c'est généralement ceux qui vont aussi beaucoup parler de choses qui n'ont aucun fondement scientifique, notamment la question de l'autisme lié aux écrans, par exemple, ou des choses comme ça. Donc en fait, il faut faire attention et bien comprendre que les neurones miroirs, par exemple, vont plus être liés à la question, par exemple, de tout ce qui est contagion émotionnelle, donc les premiers stades avant l'empathie, plutôt que l'empathie affective ou cognitive qu'on retrouve après. Et du coup, les neurones miroirs, par exemple, ça va vraiment se retrouver, par exemple, quand quelqu'un bâille, je vais bâiller ou des choses comme ça. Donc, en fait, la question des neurones miroirs, ça va plus se poser dans le rapport direct à l'autre et tout ça. Après, ce qui va être important, c'est plutôt de penser la question directement de l'imitation dans l'interaction avec l'adulte et qui peut être freinée
par l'utilisation d'un écran non interactif. Et je vois en effet que c'est vrai que dans un des épisodes, donc j'avais oublié que c'était le 3, Franck Ramu revient sur cette histoire liée à l'autisme. Et c'est important d'en parler, hein, parce que moi, je pensais qu'on était tranquille et qu'on avait enfin réussi à répondre à la question, mais il y a encore des restes qu'on voit un petit peu dans certaines publications et c'est quand même problématique aujourd'hui. Complètement. Ça, c'est quelque chose dont on a essayé beaucoup de parler aussi dans les précédents épisodes. C'est vraiment cette question aussi de se méfier aussi de tous les messages qui sont transmis par les médias. Et ce qui est très intéressant en travaillant justement et en ayant des intervenants comme vous, Olivier, c'est vraiment de s'appuyer justement sur la recherche, sur des études et aussi de s'appuyer réellement sur ces études et de les critiquer elles-mêmes, c'est-à-dire de ne pas aussi faire des raccourcis trop rapides, des causalités trop fortes. On a vraiment abordé cette question voilà, dans les épisodes précédents. Et merci de le rappeler parce que vous avez dit aussi que pour emmener tout le monde, il fallait s'appuyer sur la recherche. Et c'est effectivement c'est quelque chose, enfin, en tout cas un message qu'on essaie de transmettre à travers ce MOOC. Pour différer un peu de ce qui se dit aussi dans les médias, puisqu'on fait aussi de la recherche et c'est important de le dire. Excusez-moi Marion, c'est Oui, Valériane et c'est moi qui avais posé la question au début sur les neurones miroirs. Oh, pardon, Et c'était c'est vous. pas du tout par rapport à l'autisme, mais c'est parce que je suis formatrice et je travaille avec des professionnels à toute petite enfance. Et justement, c'est au stade de la contagion émotionnelle. Et moi, ma question, c'était vraiment par rapport au dessin animé des enfants de 2 ans avant la crèche et qu'est-ce que ça peut induire justement au niveau émotionnel. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour l'instant, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'à cet âge-là, un enfant ne met pas de sens, hein, derrière les images qu'il voit. En fait, on est plus sur une espèce de succession de stimuli auditifs et visuels, finalement, surtout au niveau des dessins animés ou autres. Ça leur apporte vraiment pas grand-chose à ce niveau-là et vraiment, comme je le disais au début, à ce niveau-là, vers, vraiment 1 an, 2 ans, on est plus sur, une problématique liée au fait que quand on passe du temps sur l'écran, on passe pas du temps dans l'interaction avec l'autre, finalement. Parce que, ce qui nous intéresse, c'est, les lumières, les images qui bougent, et tout ça. C'est plutôt plus tard, à partir de la maternelle, qu'on va commencer enfin à pouvoir appréhender un petit peu les images qui vont passer derrière, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. D'où cette idée aussi du avant 3 ans, après 3 ans, enfin. Ah, je vois d'ailleurs là, que quelqu'un dit, il y a des écoles sans écran dans la Silicon Valley, mais faut toujours faire attention à ça, hein, parce que, c'est pas que des écoles sans écran, hein, pour les dirigeants de la Silicon Valley. C'est des écoles, où, les enfants sont un pour un avec un adulte pour eux, où, tout est, ultra adapté, où chaque enfant a son propre poney, c'est des écoles, ultra riches et bourgeoises, je veux dire, mais enfin si on avait la même chose en France pour tous les enfants, ça serait un rêve. Mais faut pas penser que c'est une histoire de anti-écran. Ça, c'est plus un côté très marketing, un peu comme ce qu'on retrouve, vous savez, dans le documentaire Derrière les écrans de fumée, là, qui a fait un sacré buzz et qui est quand même assez rigolo de voir que on a un documentaire qui attaque les GAFAM, alors qu'il a été réalisé par Netflix. On pourrait presque croire que la morale de l'histoire, c'est arrêter Facebook et regarder Netflix toute la journée, quoi. Mm. Merci Olivier, tout à fait. Non. Mais par contre, je vous conseille quand même de voir, enfin en tout cas si vous avez des ados aussi, de regarder ce... Moi j'ai eu la chance de le regarder avec quelqu'un qui était bien plus jeune que moi. Et c'est très intéressant aussi d'avoir cet esprit critique. Et effectivement, c'est critiquable aussi, mais ça apporte voilà, des précisions. Olivier Grugier, est-ce que vous souhaitez dire un mot pour conclure aussi, s'il vous plaît? Enfin, si vous avez envie en fait. Bah, juste un mot par rapport à mes travaux de recherche et puis aux membres de mes équipes, quoi. Ce qui est important, c'est pas de former les gens à un outil, mais parce que dans 2 ans, dans 3 ans, l'outil n'existera plus, mais c'est de former les gens à comprendre et à lire les outils et c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est, faire par exemple une approche, fonctionnelle des objets, et s'intéresser aux interactions, aux mouvements qu'il peut y avoir derrière, comment ils fonctionnent et se questionner là-dessus. Je prends un exemple, hein. Il y a quelques années, au collège, les enfants apprenaient à utiliser des traitements de texte, mais bien sûr, alors ça rebondit, sur les GAFA, mais
c'était utiliser surtout Word. Sauf que c'était Word avec une version, je ne sais plus, 2010. 20 ans après ou 10 ans après, c'est plus la même version. Donc, les fonctionnalités sont plus forcément les mêmes, etc. Donc, ce qui compte, c'est pas la formation à l'outil, mais c'est la formation à la fonctionnalité de cet outil-là. Qu'est-ce que l'on peut faire avec, comment on peut l'utiliser. Et donc, c'est l'entrée, moi, je dirais, en termes de conclusion, ça serait ça, quoi. Plutôt former les gens à comprendre le monde numérique plutôt que de les former à des objets. Tout à fait. Tout à fait. Bah, en tout cas, c'est, j'espère, aussi un des messages de ce MOOC. Et merci beaucoup, Olivier Grugier, de le repréciser. Un dernier mot, et merci beaucoup aussi peut-être d'être intervenu ce soir et dans ce MOOC. Olivier Dury, un dernier mot avant de refermer. Moi, j'ai trouvé que la conclusion de Olivier Grugier était très bien. Je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose. Enfin, si, peut-être, moi, ce que j'adore dire en conclusion à chaque fois, c'est n'oubliez pas que les écrans, l'intérêt des écrans, c'est qu'ils peuvent être partagés. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est que un écran, c'est fait pour être ensemble, interagir et être. Voilà. L'écran devient problématique lorsque l'écran fait écran dans la relation. Mais tout dépend de ce qu'on en fait, de comment on le pense et de comment on s'en sert. Et privilégions un usage partagé des écrans et évitons que l'écran nous coupe dans la relation avec l'autre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Voilà, donc c'est super, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, beaucoup Olivier d'être venu ce soir. Tout le monde, j'ai l'impression que les messages sont très positifs et voilà, merci pour ces rencontres très enrichissantes et on est super content d'avoir cette très bonne communauté. Et je vais refermer en disant que donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode du MOOC. Et surtout, on aimerait bien que vous nous envoyiez parce que on va filmer, en fait, voilà, je vous le dis en exclusivité, cette dernière table ronde au Maïf Social Club à travers l'exposition Trop Classe, qui est donc une exposition qui s'intéressait à l'éducation au XXIe siècle. Et on va filmer donc cet échange mardi prochain. Et donc, Héloïse vous a aussi prévu un petit mail qu'elle vous enverra demain et des échanges sur Fun pour que vous puissiez envoyer vos questions à nos intervenants de mardi prochain. Et on va beaucoup parler d'innovation pédagogique, d'innovation au niveau des outils, de ces personnes qui se pensent aussi sans écran, de cette culture numérique, cette culture des Fab Labs. Enfin, on va vraiment ouvrir en tout cas le champ des possibles et s'éloigner un petit peu de la question de l'écran, même si elle reste dominante, mais en tout cas pour ouvrir aussi la discussion à d'autres choses. Et donc, on vous invite en tout cas à venir, donc, à nous envoyer vos questions et puis on les posera aux intervenants au sein de l'exposition qu'on vous fera aussi visiter un petit peu virtuellement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup à tous. Vous êtes encore 50, c'est trop cool. Vous êtes tous restés quasiment. Et puis, on est avec Lisa. Voilà, Lisa qui vous fait coucou aussi. Merci à Héloïse. Et puis, merci Olivier et Olivier. Voilà. C'était passionnant. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.